Gaou a Abomey, c'est le chef de guerre naturel au royaume du temps romain, du temps des rois. Je dis bien, c'est le chef de guerre naturel. Voilà, donc mes grands-parents furent des guerriers au service du roi. Voilà, à Tamal au Kaou. C'est-à-dire que la puissance, la force d'un homme, ou bien un homme mâle, ne dépend pas de sa taille. Kofi Gaou est un artiste révolutionnaire, c'est un artiste révolté, c'est un artiste qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est un artiste qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Kofi Gaou, c'est une très très longue histoire. Moi, je l'ai connu en 92-93. J'avais entrepris de faire une création avec les comédiens béninois et il se trouve que l'un de ces comédiens, Combert Kenom pour ne pas le nommer, était son stagiaire à l'époque. Et Combert venait aux répétitions, pas toujours avec sa permission, et il n'était pas content. Et un après-midi, il débarque à la répétition en hurlant, etc. Je venais de découvrir le personnage de Kofi Gaou. Mais après, on a fait beaucoup d'autres aventures, cette fois-ci ensemble, en compagnonnage. Il était comédien dans des spectacles, costumier, décorateur. Ça a duré tout le temps. Et quand j'ai géré récemment le FITEB, j'ai souhaité, vu qu'il est l'un des, on va dire, des mémoires vivantes à l'époque du théâtre béninois, j'ai souhaité qu'il vienne exposer un ensemble de décors, de costumes qui reflètent le cheminement du théâtre béninois depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Et il nous a proposé une exposition formidable aussi sur ce thème-là pendant tout le long du FITEB que j'ai eu à gérer. Le désormais feu Kofi Gaou, il reste, même mort, une figure emblématique de l'espace artistique, puis de façon réduite théâtrale béninois. Ça a été un des grands talents, un des grands animateurs de notre espace théâtral et artistique. Parce qu'il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui est quand même polyvalent dans l'art. Il est tout autant comédien, metteur en scène, dramaturge que décorateur, plasticien. Kofi Gaou, je peux dire que j'ai passé 10 ans de vie professionnelle avec lui au Kazam, entendez, Centre d'animation culturelle Zamanhara à Porto Novo. Gaou, comme on parle de professionnalisme, c'est un vrai professionnel. C'est-à-dire que un professionnel, il est professionnel à part entière. Il est passionné de l'art. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec passion. Il est plasticien, c'est-à-dire qu'il fait des tentures, il fait de la sculpture et il fait du graphisme, il touche à tout, la plastique. Et il est aussi comédien. Et je puis dire qu'il est aussi dramaturge, puisque même si à l'époque on ne faisait que des créations collectives, mais chacun apportait sa part, quoi. On a deux types de relations avec les gens. La relation humaine, pour ce qui me concerne, elle était formidable. On se comprenait parce qu'on était, me semble-t-il, très souvent sur la même longueur d'onde, pour parler comme les techniciens de radio. On était souvent du même point de vue, et quand on n'avait pas le même point de vue, on trouvait la façon d'échanger. Donc humainement, ça passait plutôt bien. Professionnellement, c'est un aîné et qui a des prétentions d'aîné. Les gens d'un certain âge,
Ils sont de façon presque arbitraire et prétentieuse d'ailleurs, détenteurs d'un savoir, d'une expérience à laquelle vous devez vous abreuver. Et quand vous n'êtes pas de cet avis, ça ne se passe pas souvent bien. Donc, on s'est souvent confronté sur le territoire théâtre, spécialement parlant. En tant que plasticien, il était souverain dans son registre. Mais au niveau du théâtre, ça a été plutôt, on s'est achoppé plusieurs fois. Mais c'est un monsieur, comme il a l'humilité facile, souvent il recule, parfois il dit ce texte-là est trop complexe pour ma mémoire qui faiblit. Je préfère que vous confiez ce rôle-là à telle personne que je trouve. Et il vous oriente. Il dit tel comédien, quand je l'entends, je pense qu'il peut faire tel personnage, etc. Et lui-même, il est de l'autre côté, comme décorateur, comme costumier. Et quand il peut apporter sa touche, il n'économisait pas. Mais c'est comme c'est un gros caractère, quand vous n'êtes pas plus gros que lui, il peut vous écraser sur votre propre projet. Parce que c'est un monsieur qui mange. Il mange le travail, mais il mange de l'espace aussi. Il mange beaucoup, il est boulimique et vorace. En termes de travail, je veux dire. On a eu à travailler, à collaborer une fois, c'était en 1999, où Panlingan, le complexe artistique et culturel Panlingan, je l'ai déjà dit, devait créer une si chouette Petite vie bien osée de Sonny Laboutansi, qui est une pièce de théâtre, et nous étions adressés à lui en tant que décorateur de scène. Et c'était la sobriété qu'il avait voulu faire porter par le décor, incarnant cette Afrique en fragilisation. Ça a été marquant. C'est la fondamentale coopération ou collaboration que j'ai eue avec lui, et on n'a pas oublié. Il n'y a pas une seule œuvre qu'on a montée à Zamahara et que je ne sois pas dedans, qu'il ne soit pas dedans non plus. Donc on a toujours partagé la scène ensemble. Quand tu es sur scène avec lui, il t'oblige à dépasser tes limites parce que il va très loin dans le jeu. Et avec sa voix, il domine la sphère et que tu es obligé de te porter, de porter ton jeu, de porter ton personnage plus loin pour que vous puissiez vraiment partager la scène de façon digne et professionnelle. Kofi Gao, c'est une voix rude et rocailleuse, c'est une grosse voix. Quand on parle du talent de Kofi Gao, j'ai joué avec lui à Tué-Kilibon. Dans le film Il était une fois la forêt, une réalisation de Francis Oussou. Je l'ai vu jouer un drôle de monsieur, drôle à l'Institut français. Kofi Gao, c'est un talent. C'est un talent niveau vocal, c'est un talent sur la scène, c'est tout simplement un talent en matière d'art plastique, de musique et même de littérature parce qu'il a eu 3 publications au moins. Le spectacle dans lequel on était vraiment le plus en prise sur scène et qu'on a joué vraiment beaucoup de fois, ça s'appelait Oni Baba. C'était une pièce d'action aussi, beaucoup d'action, qui était aussi proche de notre vie, de nos vies respectives, puisque c'était une sorte d'apologie de l'art, du théâtre qu'on avait fait à travers cette œuvre. Et c'était une création collective. Ce rôle a montré les possibilités, les multiples possibilités que Gao a sur scène. Parce que dans ce rôle-là, il est passé de la joie à la tristesse, de la tristesse à l'allégresse et au chagrin. Il a écumé tous les sentiments de l'être humain dans ce spectacle. Ce qui m'a marqué chez Kofi Gao, c'est ce drôle de monsieur. Ce drôle de monsieur, c'est un spectacle solo. Il a joué seul sur scène. Et ce spectacle lui a permis vraiment de s'exprimer, de s'exploser pendant plus d'1 heure sur scène. Et ça m'a marqué en dehors des autres rencontres auxquelles nous avons eu à participer, où il se fout carrément pas mal
Des gens qui ne l'aiment pas et qui veulent se moquer de lui, il s'en fout, il aime ce qu'il fait et il le fait avec foi, ardeur et sincérité. Lui-même, en tant que comédien, il incarné un personnage emblématique dans un de ses spectacles qu'il a lui-même créé et joué. Je pense que ça faisait partie de son mémoire de fin de formation. Ça s'appelle Ce drôle de monsieur. Après, moi, je l'ai eu comme comédien dans Et les nègres se taisaient. C'est un spectacle que j'ai créé en 1997, pour commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et vu la typologie physique, j'allais dire, du personnage de M. Gaou, il correspondait très bien à l'image que je me faisais, à la silhouette que j'avais d'un gros nègre bon travailleur dans les champs. Donc au bout d'un moment, il me dit, bon, monsieur Alexis, vous êtes sympa, mais j'arrive pas à porter ce texte-là, j'arrive pas à faire ci. Il est resté dans la création avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin, je veux dire. Mais il a concédé à un plus jeune que lui. C'était l'un ou l'autre. Lui, il a préféré que le plus jeune que lui prenne le rôle. Pour vous dire, il a beau être vorace, de temps en temps, il reconnaît ses limites et il vous facilite la vie quand c'est possible. Mais c'est un gros grogneur. Ça, il faut ajouter ça. Sinon, on n'est pas sincère avec le personnage. Quand il n'est pas content, et il est rarement content, et il le fait savoir, il le fait entendre. Mais quand il est content, les rares fois où il est content, il le fait entendre, il le fait savoir aussi. Quand il a incarné le président dans le président dans Taxi Brousse, la série Taxi Brousse avec M. Pierre Barrault, et puis il a joué dans Conde le requin, dans beaucoup d'autres pièces. Ils vous le diront, il reste un gros acteur. Ce qui est terrible chez lui, c'est que il a toujours travaillé comme s'il n'allait jamais disparaître. Il pense comme quelqu'un, même un homme de 30 ans, alors qu'il a déjà 72 ans. Et la preuve, c'est qu'il a monté un projet qui doit prendre effet à partir de 2020, là, jusqu'à 2030. Il a appelé ça la décennie de l'Afrique. C'est un projet intéressant, un projet très fort, qui engage beaucoup de gens. Et il a déjà tout poussé, il a même déjà écrit le manifeste, tout est imprimé, il a distribué des cartes pour que le 30 août, il puisse avoir une assemblée générale. Tout le temps, il dit, il me reste encore 20 ans à vivre. Et ces 20 ans-là ne varient jamais. Kofi Gao a laissé un vide parce que Mastodon a dit que quelqu'un de cette trempe-là, la relève n'est pas facile parce que déjà c'est quelqu'un qui est très rigoureux, donc ne l'approche pas qui veut. Et il est une icône de la culture béninoise. Est-ce qu'on doit laisser une relève quand on a ce niveau-là, quand on a cette originalité? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui dans le milieu artistique qui se réclame de l'école de Kofi Gao. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été formés par Kofi Gao. Mais est-ce que Kofi Gao a laissé quelqu'un qui se réclame de lui, comme on aurait trouvé chez les Blancs, comme on aurait trouvé, je dis que telle personne est l'élève de tel est l'élève de tel, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu. Un artiste ne meurt jamais, salut l'artiste. Je pense que, bon, écoutez, il est mort à 72 ans, c'est pas petit. On ne peut pas dire qu'il a été surpris par la mort. Mais vous savez, il était même en train de préparer un grand événement culturel dont je n'ai pas les détails. À la fin du mois d'août, il est parti. Il a même fait une conférence, puis il a réuni les gens, il a exposé son truc, il est parti. Donc, il n'est pas parti, c'est l'heure qui a sonné. Il est mort à 72 ans. 7 plus 2 égale 9. 9, en matière de métaphysique des chiffres, c'est un nouveau départ. Il n'est pas mort, il est quelque part, il plane et c'est une renaissance. Salut l'artiste.
À l'endroit de sa famille, je présente mes condoléances les plus sincères, les plus douloureuses et les plus affligées. Au personnage, je lui dis mes hommages, doyen. À l'endroit du monde artistique et des gens qui l'admiraient, qui étaient plus ou moins sans public, je leur dis de continuer à remuer ce qu'il a semé en eux, ce que l'artiste a laissé en eux, de chérir ça, d'entretenir ça. C'est une façon de maintenir les gens qui nous sont chers en vie. Même si c'est douloureux, il ne faut pas le pleurer. Il n'était pas un mièvre, il n'était pas un homme de pleurs. Il était un homme de combat. Et je ne pense pas qu'il aurait aimé qu'on pleure sur son sort. Il a incarné jusqu'à la fin ce qu'il est, cet homme tranché de caractère, et tout autant dans la vie que sur la scène. Et je pense que l'essentiel serait de prier pour le repos de son âme, mais de ne pas pleurer. Là où il est, je crois qu'il est devenu plus grand que nous. Bravo à l'artiste. Ma première pensée va vers tous ceux qui, avec nous à cette époque, avaient travaillé pour la grandeur de ce groupe, pour le succès fulgurant de ce groupe à cette époque. Donc Gaou, et je m'associe à tous ceux-là pour lui dire vraiment, salut l'artiste, que la terre lui soit légère et que vraiment il puisse avoir une bonne place dans l'au-delà. Come on. Tout ça c'est du playlist, t'inquiète.